Maud Caillot, la présidente de Green Got Néobank, créée en 2020. Bertrand Ciseaux, le directeur de Hello Bank, la banque en ligne de BNP Paribas. Julien Duguet, partenaire de TNP, bien sûr. Gérald Grégoire, directeur général adjoint développement et innovation de Crédit Agricole. Et Jean-Daniel Guyot, président du directoire de Memo Bank, première banque indépendante française pour les entreprises. On va commencer tout de suite avec vous, Bertrand Ciseaux. Pareil, un peu comme tout à l'heure pour cadrer le débat. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les banques traditionnelles et les banques digitales? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le marketing? C'est quoi leurs points forts finalement et les points sur lesquels chaque modèle doit progresser? Est-ce que c'est la standardisation pour les uns, la localisation pour les autres? Donnez-nous votre vision. Bonjour Emmanuel, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, je ne sais pas bien ce que c'est qu'une banque traditionnelle. Vous avez ici... C'est une banque qui a des agences avec des vrais gens qui, vous accueillent. En fait, je ne sais pas. Vous voyez, Crédit Agricole a 150 ans d'âge, BNP Paribas a 200 ans d'âge. C'est parmi les deux plus belles banques européennes. On a parlé beaucoup d'Europe. Je ne suis pas sûr que la tradition soit la valeur cardinale qui les anime depuis toutes ces années. Elles n'ont rien de traditionnel. Elles sont au contraire des puissances d'innovation, d'accompagnement de leurs clients dans le temps, de traverse des cycles. Et je pense que c'est important de le rappeler. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ce sont des réseaux. Et donc, vous avez d'un côté des banques de réseau, qui sont aussi des entreprises de technologie avant tout. Et puis, vous avez des banques qui sont 100% digitales. Une autre différence, je peux vous dire, pour les clients, c'est très clair. La banque traditionnelle, c'est quoi? C'est la banque qui vous coûte beaucoup plus cher que la banque digitale. Alors, c'est vrai, mais pour une raison très simple. Qui est laquelle? C'est que la banque 100% digitale, c'est le client qui travaille. Puisque le modèle de service, il est basé sur le fait que c'est de l'autonomie, c'est la promesse que via l'application mobile, le client fait tout. Et c'est d'ailleurs ce qui le motive, et c'est la raison pour laquelle il va choisir ce modèle de service. Alors, il a un service client à distance pour les banques digitales qui ont fait l'effort d'en développer un comme Hello Bank, ce qui n'est pas le cas de tous. Mais la promesse, c'est qu'il fait tout seul. Donc, évidemment, c'est beaucoup moins cher. Et la promesse d'une banque de réseau, et non pas d'une banque traditionnelle, c'est la relation, l'accompagnement, l'expertise avec, évidemment, tout le digital qui va avec. Et donc, évidemment, ça a un prix, et ça n'est pas le même prix. Et après, les clients choisissent. Et d'ailleurs, si on demandait à vous tous qu'ils n'avaient qu'une seule banque... Est-ce qu'ils choisissent vraiment, d'ailleurs? Mais bien sûr, et d'ailleurs, la plupart du temps, ils en choisissent plusieurs. Ah, c'est ça. Donc, en fait, ils ont les deux, ces deux offres complémentaires. La multibancarisation se développe. Si on vous demandait de lever la main pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont qu'une seule carte bancaire dans votre portefeuille, il n'y aurait pas beaucoup de mains qui se lèveraient. Et puis après, il y a des verticales comme ce dont va parler Maud, qui répondent encore à d'autres usages. Donc, les clients choisissent, les modèles de service se diversifient et c'est très bien. Et oui, mais Gérald Grégoire en parlera beaucoup mieux que moi, la relation humaine, l'accompagnement et l'expertise, ça a un prix. Et heureusement. Eh ben, il va en parler tout de suite, Gérald Grégoire. En décembre 2005, Crédit Agricole a affiché son ambition de devenir la première banque des jeunes en France, avec notamment un crédit immobilier 100% en ligne. Réponse en 6 minutes. Ma question, Gérald Grégoire, c'est est-ce que finalement les deux modèles de banque doivent savoir tout faire? Est-ce que finalement c'est plutôt la complémentarité? Et puis j'ai envie de dire, est-ce que c'est le métier de banquier qui change? Ou est-ce que c'est juste l'expérience client qui change finalement? Alors Emmanuel, c'est compliqué de répondre en quelques secondes ou quelques minutes à cette question, mais je dois dire que je me retrouve assez bien dans ce qui vient d'être dit en fait. Et notamment sur le distinguo qui est rapidement fait et qui je trouve un peu caricatural entre banque traditionnelle et banque digitale pour une raison assez simple, c'est que si cette distinction pouvait encore avoir du sens il y a quelques années, pour moi elle n'a plus lieu d'être parce que les banques comme BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et tant d'autres, de toute façon aujourd'hui sont contraintes à se digitaliser. Aujourd'hui, je pense que la digitalisation, ce n'est pas un élément qui différencie les acteurs bancaires. C'est un prérequis qui est attendu par nos clients. Et puis quand vous évoquiez la tarification, et Bertrand l'a très bien dit,
En fait, il faut effectivement s'intéresser à ce sujet-là, mais il faut aussi s'intéresser au périmètre transactionnel et fonctionnel qui est adressé par chacun de ces acteurs. On ne fait pas la même chose. Nous, on a l'ambition, effectivement, d'être une banque de la relation client qui s'inscrit sur le long terme et qui est en capacité de couvrir des univers de besoins qui sont extrêmement larges, avec une profondeur de gamme également qui se veut distinctive. Et les banques 100% en ligne répondent à d'autres attentes. Et je crois que ce qui fait réellement la différence entre les acteurs, finalement, c'est la proposition de valeur. Ce n'est pas le canal en tant que tel. Et pour répondre à votre question sur est-ce que le métier de banquier change, très clairement. Mais au-delà de la digitalisation, pour moi, qui n'est pas aujourd'hui le sujet, c'est l'apport notamment de l'intelligence artificielle, notamment dans sa composante générative, qui va profondément bouleverser le métier de banquier dans les années à venir. Et je trouve que parfois, on a un raccourci assez caricatural qui consiste à dire, finalement, avec l'IA, on va devoir spécialiser nos conseillers. Au Crédit Agricole, en France, on en a plus de 40 000, hein, donc c'est assez significatif. Les spécialiser, les aider à monter en compétences, je pense que ce n'est pas tellement ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il va falloir demain, pour des acteurs comme le Crédit Agricole qui sont présents sur tous les territoires avec plus de 5500 agences, c'est inventer une nouvelle forme de proximité. Cette proximité qu'autrefois on incarnait sous un angle purement géographique, il va falloir qu'on l'incarne sur des dimensions fonctionnelles, relationnelles, mais plus encore émotionnelles. Et je crois que le principal changement, il est là. Alors, Maud Caillot, Gérald Grégoire a soulevé un point important, c'était la proposition de valeur. Un client qui vient chez Green-Got, bon, il a sa carte bancaire, il a ses services, mais vous avez une proposition qui est une proposition finalement d'engagement vers tout ce qu'on pourrait appeler la transition sociétale, écologique, etc. Donc quand on va chez Green-Got, c'est pas seulement pour trouver un service bancaire, c'est aussi pour trouver un service qui va investir votre argent avec du sens et avec des valeurs qui sont les vôtres. Est-ce que c'est ça aussi qui différencie la proposition de la FinTech de la proposition de... Oh, j'ose plus appeler ça une banque traditionnelle. La banque de réseau, voilà. Alors, c'est sûr qu'on a vu l'émergence des néobanques, des fintechs sur des verticales très particulières pour adresser le marché via un côté, puisque en tant que fintech, il faut rapidement trouver un levier de différenciation qui permette de ensuite passer à l'échelle et attraper tout le marché. Nous, de notre côté, on ne s'est pas trop posé la question dans ce sens-là. On a des convictions très fortes. On a la conviction que la transition écologique, énergétique, elle est fondamentale. On a cette envie de pouvoir toujours avoir une sécurité de la chaîne alimentaire et de l'eau potable dans quelques années. C'est un confort qu'on aimerait garder dans notre continent. Donc c'est pour ça qu'on a fait les choses. On a aussi la conviction que la transition énergétique et écologique, ça va rabattre toutes les cartes. Et donc, il y a une création de valeur absolument incroyable. On parlait beaucoup de souveraineté européenne. Il y a aussi là des positions à prendre et à redessiner les leaders finalement économiques et stratégiques du monde via cette transition. Donc, nous, on a créé Green-Got pour ça. Mais ensuite, oui, évidemment, aujourd'hui, c'est ce qui nous différencie. Ça nous apporte beaucoup d'avantages sur de nombreux points. Le premier, c'est évidemment l'acquisition. En termes de coût d'acquisition, comme on défend des valeurs, comme on a une communauté qui du coup se retrouve beaucoup dans ce qu'on porte, on a des coûts d'acquisition qui sont divisés par 10 ou 20 si on compare à certaines autres institutions. Ça permet aussi d'avoir des recrutements de talents qui sont beaucoup plus faciles, d'aller chercher des personnes comme elles sont elles aussi motivées par ces convictions. On a des personnes, par exemple, qui viennent d'Apple, qui viennent d'autres fintech, qui acceptent des cuts dans leur salaire jusqu'à 30-40% parce qu'elles pensent que c'est très important ce qu'elles font. Mais après, il y a sur d'autres dimensions de Green-Got où je pense que ça ne nous a pas forcément beaucoup aidé. On vient d'avoir l'agrément d'établissement de paiement. Je ne pense pas que ça a été un argument supplémentaire pour l'ACPR de se dire qu'on avait ces investissements green, mais au contraire... Quels sont vos KYC, quel est votre onboarding, quelles sont vos sécurités, ça a été les arguments. Est-ce que c'est un sujet quand même? Allez, je vous pose la question à tous et vous me répondez rapidement. Est-ce que c'est un sujet
la sécurité de l'établissement bancaire auquel vous adressez? Est-ce que les gens, en gros, sont méfiants vis-à-vis des nouvelles enseignes en se disant oh là là, à qui je donne mon argent? Est-ce que ça risque pas de faire faillite par rapport à des enseignes évidemment qui ont pignon sur rue depuis des décennies? Vous sentez cette réticence ou pas parfois? Alors, pour Greengotte, évidemment. Vous êtes un tout nouvel acteur. Ils ne comprennent pas du tout que derrière vos comptes de cantonnement sont dans un établissement de crédit. Ils ne comprennent pas du tout le mécanisme de sécurité derrière. Donc, ils sont très attirés par vous, par l'offre. Et derrière, mais ils se disent, OK, mais si je vous donne mon argent, est-ce que si vous faites, comme vous avez 1 an, 5 ans d'existence, est-ce que vous faites faillite? Si vous faites faillite, est-ce que mon argent disparaît? Donc, c'est un gros travail de pédagogie. Mais c'est là où on se rend compte, et on ne l'a pas vraiment évoqué, le niveau d'éducation financière en France, il est très très bas. Donc juste comprendre ce que ça veut dire faire faillite pour une banque, c'est déjà c'est le bilan d'une banque, c'est déjà un niveau très rare. Bertrand Ciseaux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Maud. La sécurité, ça n'est pas un sujet pour les clients, c'est le sujet. C'est-à-dire que la fraude, la sécurité que son argent, c'est le cœur du contrat de confiance avec les banques. Et une banque digitale comme Hello Bank, qui est dans le top 3 des banques les plus recommandées en France, l'app est canon, très bien, l'offre est canon, très bien, le service client aussi, mais surtout, l'endossement BNP Paribas fabrique cette sécurité. J'étais à Bordeaux sur mon plateau client la semaine dernière, en double écoute avec un conseiller. On a une cliente de 60 ans, et on a évité, écoutez bien, qu'elle se fasse frauder par son fils, qui n'était pas son fils, qui était une voix d'IA, qui lui demandait de verser 15 000 €. Ça n'était pas son fils. Donc j'en profite, soyez très vigilants. On a réussi à arrêter ça avec la techno de BNP Paribas. Il y a la même au Crédit Agricole. Hein. Mais les investissements que cela nécessite pour réussir cela, et donc les clients sont inquiets. Et donc oui, il y a un flight to quality vers des... C'est pas un hasard si les 4 premières banques digitales sont des filiales de banques de réseau. Une preuve qu'elles ne sont pas traditionnelles et qu'elles savent innover. Mais c'est essentiel. Et les acteurs non bancaires, qui ne sont pas dans la régulation bancaire, devraient bien s'en inspirer, parce que même s'ils ne respectent pas les règles de la régulation bancaire, la demande de leurs clients est de plus en plus pressante. Et ils ne sont pas tous totalement champions de ce sujet-là. Jean-Daniel Guyot, la concurrence, elle est féroce aussi sur le terrain de la clientèle des entreprises. Je rappelle que Méobank, c'est la première banque indépendante française pour les entreprises. En quoi votre offre est différente de celle des banques traditionnelles Pardon, mais j'ai écrit traditionnel et je raye tout de suite, je raye. À quel besoin vous pouvez mieux répondre? Vous dites que vous ciblez les entreprises à haute intensité transactionnelle. En gros, quels avantages trouvent chez vous vos clients? Alors, on n'est pas la première banque française B2B, on est la première banque à avoir été créée depuis 70 ans, quasiment, from scratch. Et on s'adresse effectivement aux entreprises et aux entreprises à haute intensité transactionnelle, donc qui font en gros énormément de paiements. Sur le débat banque traditionnelle, nouvelle banque, néobanque, etc., bon, ça c'est normal, vous défendez votre bout de gras et vos maisons mères. Mais il y a quand même des nouvelles banques. Alors elles sont très rares. On est quelques-unes en fait en Europe à s'être créées. Donc la particularité de Mémobank, c'est qu'on a recréé une banque from scratch. Ça veut dire tout recréer de zéro sur la partie réglementaire. Donc on est allé déposer un dossier d'établissement de crédit sur une structure qui venait se créer, qui n'avait pas de clients. Ça, c'était la première fois pour la CPR, pour le coup, qui nous a très bien accompagnés. Et on a aussi recréé l'intégralité de la technologie. Parce que le débat qu'il y a eu avant, très honnêtement, je le trouve exceptionnel. Parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est sur ce projet, quasiment. Et on a commencé ce projet en se disant on va aller interroger. Donc moi, je viens d'une PME que j'ai créée, qui s'est développée, qui est devenue un leader européen. Et donc, on gérait énormément de paiements. Et donc, une des frustrations que j'avais sur cet aspect, c'est en fait, on est accompagné par des banques traditionnelles, mais qui ont beaucoup de mal à gérer des gros volumes de paiement. Pourquoi ?
Et ça, on l'a découvert en interrogeant énormément de banquiers et de professionnels du secteur sur les 3 années qui ont précédé justement la création de la banque. À chaque fois qu'on interrogeait un banquier, son réflexe était de dire « mais vous savez, ça va être très 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 dur. Ça va être très dur de faire du crédit. » Et à chaque fois, on nous ramenait à ce sujet de crédit. Le crédit, le crédit, le crédit, le crédit. Le crédit, c'est vraiment l'angle par lequel on attaque souvent la partie bancaire. Et on ne nous parlait jamais de paiement. Et à chaque fois qu'on disait, il y a quand même des sujets de paiement, nous, parce que nous, on gérait quand même 3,5 milliards de paiements par an. Quand même pas mal de sujets, alors de réconciliation, de temps réel, etc. Oui, non, mais le paiement, ça c'est un sujet. Non, ce qui est important, c'est le crédit. Ça roule tout seul. Ça roule, c'est la logistique, ouais. C'est pas grave. C'est les ingénieurs en bas à la cave des tours là. Ils font ça. Voilà. Or, on se rend compte qu'en fait, le crédit, c'est en fait énormément commoditisé. S'il y a bien un impact de l'IA, c'est sur le crédit, sur la fraude, sur le crédit, sur tous ces sujets-là. Mais par contre, sur le paiement, on reste bloqué dans un monde qui, en fait, on l'a dit, fonctionne par des cycles de paiement en jour ouvré, 1 fois par jour. Et en fait, toute la problématique, et je suis vraiment très, très intéressé par ces sujets d'euro numérique, c'est que finalement, si on regarde un peu les couches de sujets de paiement, on a une banque centrale européenne qui, en fait, fonctionne sur des technologies assez modernes, en réalité. La banque centrale européenne, on se dit c'est du COBOL, etc. C'est pas du tout ça. C'est assez récent. Et il clear des dizaines de milliards, des centaines de milliards par jour en temps réel. Donc en fait, on a des systèmes européens qui fonctionnent sans euro numérique déjà extrêmement bien. Par contre, au-dessus, on a des banques qui, effectivement, se sont créées, et je ne rejette pas la pierre, se sont créées maintenant il y a 150 ans, 200 ans, qui ont créé leur système numérique il y a maintenant 60 ans, et qui, effectivement, ont beaucoup de mal à bouger. Donc, les banques, c'est finalement des SI géants, maintenant, et ont beaucoup de mal à bouger, à se dire, mais en fait, je rentre dans un monde du temps réel. Tout ça pour en arriver à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'en gros, nous, on est là pour donner une arme supplémentaire aux PME à l'échelle européenne pour qu'elles puissent faire fonctionner leurs paiements en temps réel, 24/7, 365 jours par an, parce que ces PME-là, elles sont confrontées à une concurrence américaine, asiatique, où là, il y a ces armes-là. C'est-à-dire que si je crée une entreprise aux États-Unis, je peux accéder à des banques qui fonctionnent à l'échelle continentale, déjà, sans friction, et me développer à l'échelle des États-Unis avec des banques qui investissent quand même massivement dans la technologie. Elles partent un peu du même point, elles restent quand même traditionnelles elles aussi, mais elles investissent massivement. Côté asiatique, on est sur des structures qui agissent à l'échelle, pas forcément d'un continent, mais en tout cas de populations très larges, avec des gros marchés. Et là, les banques se sont créées extrêmement récemment. Si on prend Unfinancial, c'est une banque qui a 10-15 ans, quoi, qui est l'émanation d'Alibaba. Et donc qui ont pu recréer et donc penser un système complètement en temps réel. Donc ce que nous on veut faire, c'est fournir justement à ces entreprises. Nous on a des clients qui gèrent des centaines de milliers, des centaines de millions d'euros par jour et qui ont besoin de cet aspect temps réel à l'échelle européenne. Donc c'est là que nous on est pertinent, d'où la recréation de toute la technologie derrière. Donc c'est possible en tout cas il existe des banques. On est peu, certes. Il existe des banques qui ont cette technologie qui permettent cet aspect temps réel, clearing automatique en temps réel et en instantané à l'échelle européenne. Julien Duguier, pour clôturer ce premier tour de table, quelle synthèse vous feriez sur les grands enjeux, les vraies différences finalement entre les deux modèles? J'ai la chance d'être justement entre Groupe Crédit Agricole et BNP avec Hello Bank, qui aujourd'hui avance sur plusieurs modèles. Mais quand on vous interroge encore aujourd'hui, on est encore peu à prononcer des notions de banque de réseau. On est encore beaucoup de nos clients appellent les acteurs historiques, les groupes bancaires, comme des banques traditionnelles. Ce qui est pour moi aussi assez révélateur que côté client, il y a encore un écart significatif, important, vu des clients dans le fonctionnement des acteurs historiques, plus de 150 ans d'histoire, et avec les nouveaux acteurs, quel que soit leur positionnement. Et ça se matérialise dans des indicateurs très concrets de performance de la banque. Un des enjeux, par exemple, des nouveaux acteurs, des nouveaux entrants, c'est l'acquisition des clients.
l'acquisition d'un client aujourd'hui dans une banque digitale, ça va d'une dizaine à une centaine d'euros, quand pour un acteur historique, c'est encore aujourd'hui plutôt de l'ordre de 150 à 250 euros. Donc on voit que les coûts ne sont pas les mêmes, les modèles ne sont pas les mêmes. Donc vouloir rivaliser, en effet, et je vous rejoins sur le même terrain de jeu, moi j'aurais tendance à dire c'est match perdu d'avance, structurellement pour les banques. Pour autant, les acteurs historiques ont, à mon sens, et vous l'avez dit Gérald, toute leur place, mais à condition de bien prendre en considération deux choses. Le deuxième, on a beaucoup parlé du digital, et assurément le digital devient un standard, expérience client fluide, performante, mais rapidement, en tout cas c'est l'ambition de toutes les banques, elles vont atteindre le même niveau de maturité. Et c'est plus ça qui fera la différence entre les différents établissements. Et ce qui fera notamment la différence des établissements et de leur performance, c'est leur modèle. Et les acteurs historiques ont un enjeu très important, mais elles ont toutes engagé des transformations, c'est de réduire radicalement leur complexité, et leur complexité historique sur des dimensions de processus, simplifier les processus, les automatiser aussi, bien évidemment, simplifier l'organisation aussi, dans le réseau, mais pas que, sur toutes les chaînes de valeur, et puis rationaliser leurs systèmes d'information, qui sont des systèmes d'information qui sont parfois même construits avec l'informatique, donc avec des gros sujets d'évolution sur les nouvelles technos et les nouveaux socles. Donc ça, c'est le premier enjeu, mais ce n'est pas le seul. Et à mon sens, le deuxième grand enjeu, c'est sur la relation client. Vous en avez parlé, et sur l'hybridité aujourd'hui de cette relation client. Côté client, si on regarde aujourd'hui, 80% des interactions d'une banque avec son client va pouvoir être digitalisée, automatisée, notamment avec de l'IA, sans perdre en performance, voire très même certainement en gagnant en performance, en qualité, en rapidité. Et côté conseiller, on a à peu près la même tendance. Aujourd'hui, l'agenda du conseiller, c'est 70% de temps administratif, de la saisie dans des outils, de la collecte et du contrôle de pièces justificatives. Et tout ça, c'est aussi des opérations qui vont pouvoir être très fortement digitalisées, automatisées. Alors aujourd'hui, un des gros enjeux, c'est notamment par rapport aux nouvelles générations, qui sont les clients de demain, assurément. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une récente étude là, qui a été publiée sur la génération Z, qui aujourd'hui a un peu donné là sur ces nouvelles tendances, qui est une génération qui a très massivement, prioritairement, s'orienté vers les banques digitales. Et aujourd'hui, c'est une population qui devient, vous en avez parlé, multibancarisée. Et pourquoi elle est multibancarisée ? C'est que pour un certain nombre de besoins plus complexes, elle souhaite avoir un conseiller. Donc en fait, le vrai enjeu pour un établissement financier, quel qu'il soit, ça va être bien évidemment de faire du 100% digital sur tous les usages simples, il va y en avoir de plus en plus, mais aussi de repositionner l'humain, le conseiller dans cette relation client. Et donc moi, ça m'amène aussi à un autre enjeu, c'est celui de la transformation humaine des banques. Gérald, vous l'avez cité, les banques savent faire des transformations humaines. Moi, je reste convaincu que ça va être un des principaux enjeux des acteurs historiques. C'est de bien repositionner le conseiller dans cette relation client et de faire évoluer la posture et les métiers et les compétences des conseillers pour délivrer plus de valeur, plus de services, plus de qualité aux clients. Alors, on reviendra là-dessus. Moi, j'aurais une question notamment sur l'autonomisation aussi du client dans la gestion de l'épargne. Nous, ce qu'on voit, par exemple, sur la façon dont toutes les nouvelles stratégies d'investissement avec les ETF, etc., permettent à toute une nouvelle génération de gens d'investir facilement, rapidement, etc. Mais on y reviendra. Par rapport à ce positionnement, justement, j'avais une question pour vous, Bertrand Ciseaux, sur la relation, le positionnement finalement entre Hello Bank et BNP Paribas. Comment ça se passe? Est-ce que Hello Bank c'est à BNP Paribas, est-ce que Dacia est à Renault, est-ce que c'est au contraire des services différents? Est-ce que c'est pas juste une question de prix? Est-ce que c'est une question d'usage? Et puis, effectivement, cette question que je commençais à aborder sur l'investissement, est-ce que c'est pas aussi une question de culture? D'abord, je voudrais dire que tout ce que vous venez de dire est parfaitement exact. Et c'est tout le challenge de transformation des banques. Les banques de réseau captent 95% de la valeur. Les banques digitales
et non pas les néobanques, puisque le CPR nous demande de ne pas utiliser le terme, puisque ça n'existe pas, et tous les acteurs digitaux qui ne sont pas des banques captent quasiment 50% des nouvelles ouvertures de comptes. Donc ça, c'est assez vertigineux. Et effectivement, je sais le faire chez Hello Bank comme Bourso à un coût d'acquisition qui est 3 à 4 fois plus faible que ce que BNP Paribas, ou je pense le Crédit Agricole, sait faire. Donc ça montre effectivement, bon, mais c'est le changement de cycle. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les nouveaux acteurs que nous sommes sont avant tout encore des acteurs de banque de quotidien. On va parler de l'épargne. Franchement, l'encours moyen d'un Bourso-Banque ou d'un Hello Bank par client, c'est 10 000 €. Ce n'est pas encore grand-chose. Hein. Donc, on en est à ce stade-là. Et après, enfin, c'est exact que pour la clientèle mass market, la digitalisation, elle est en marche. Donc, c'est quand même aussi l'enjeu peut-être d'un repositionnement des banques de réseau vers un service qui inclut la relation humaine pour des clientèles un peu plus mass affluentes. C'est ça aussi qui est... Alors nous, c'est très simple chez BNP Paribas, et ça rejoint ce que vous disiez. Non seulement on n'est pas concurrent, mais on est dans un modèle unique qui joue une stratégie commerciale à 2 marques. C'est exactement Renault Dacia, ça pourrait être Orange et Soch, etc. etc. Avec 2 modèles de services qui sont complémentaires, on l'a évoqué, et que nos clients et les clients en France choisissent de plus en plus, parce qu'ils ont de plus en plus d'appétit à avoir effectivement le meilleur des 2 mondes. Et donc, on organise une stratégie commerciale avec des passations. D'ailleurs, on a beaucoup de clients BNP Paribas qui s'équipent d'un compte Hello Bank. On propose à des clients BNP Paribas de passer chez Hello Bank quand c'est pertinent, parce qu'ils ont de l'appétit finalement pour un usage finalement d'une banque totalement autonome. Si on poursuit la métaphore automobile, c'est pas la peine de payer la 5008 si vous avez juste besoin d'une 208. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux que je vous la propose avant que vous alliez la trouver ailleurs. Et puis inversement, j'ai plein de clients d'Hello Bank qui à un moment donné ont de l'appétit pour évoluer vers BNP Paribas. On est les seuls à pouvoir faire ça pour une raison simple, c'est que tout ceci, c'est la même banque, BNP Paribas et ça. Et donc on a un parcours digital extrêmement fluide qui fait que dans les 2 sens, ça circule. Et ça marche. Parce que effectivement, les clients sont intéressés par cela. Et puis on a une politique d'acquisition très agressive côté Hello Bank. On va passer le cap des 2 millions de clients à horizon 2030. Et après, il faut les équiper. Gérald Grégoire, moi je voudrais revenir sur l'enjeu que vous avez tous finalement bien explicité de la nouvelle relation client, du rôle du conseiller, de l'accompagnement, etc. Mais jusqu'où finalement on va devoir aller dans la réinvention de cette proximité entre le conseiller et son client? Et est-ce que le conseiller physique a encore un sens? Pour poser ma question autrement, parce qu'on voit bien que le souci de tout le monde, c'est en gros la personnalisation du service qu'on va vous apporter. Mais est-ce que la personnalisation, aujourd'hui, elle ne vient pas plus par la data et la connaissance que chaque banque va avoir précisément de ses clients que de la relation avec un conseiller clientèle qui, en général, change au bout de 2 ans et que vous aurez à peine vu 2 fois? C'est ma petite remarque personnelle. Pour tous les clients, mais je pourrais compléter. Enfin, peut-être, ça me permet également de rebondir sur ce qui a été dit, parce que j'ai quand même le sentiment, de façon un peu caricaturale, qu'on est en train de décrire un monde ancien et un monde nouveau qui serait formidable avec des acteurs 100% digitaux. Enfin, je fais simplement remarquer que sur les paiements, puisque vous évoquez les paiements, enfin, le Crédit Agricole intermédie 30% des paiements français. Notre part de marché augmente tous les ans. Donc pour un acteur dépassé, je trouve qu'on s'en sort finalement pas si mal. Et ça renvoie justement à la considération que vous évoquiez tout à l'heure, qui était celle de la confiance, de la sécurité. Quand on est un acteur comme le Crédit Agricole, ce sont des milliards qui tous les ans sont investis dans la modernisation et la sécurité de notre système d'information. Ce sont 3000 personnes au niveau mondial qui œuvrent sur les activités de compliance. On peut trouver que c'est beaucoup, mais les régulateurs sont très attentifs à ce qu'on déploie justement les moyens suffisants pour assurer la conformité et le plein respect des règles qui encadrent nos activités. Donc c'est quand même du sérieux, la banque. Voilà. Et notamment quand il s'agit de délivrer des crédits, il faut des fonds propres. Et ça, je crois que nos clients, ils sont aussi extrêmement sensibles. Et on revient à la notion que vous évoquiez tout à l'heure. Nous, notre asset le plus précieux, ce n'est pas nos fonds propres, hein, c'est notre marque. Et on y est extrêmement vigilant. La marque Crédit Agricole, elle est puissante, elle est reconnue. Et donc, on continue à investir massivement pour que cette marque, effectivement, demeure une des marques bancaires préférées
nos clients et plus largement des Français. S'agissant de la relation, comme vous l'évoquiez, et notamment du rôle de conseiller, bien évidemment, ce rôle va se transformer dans les années à venir, mais encore récemment, et vous faisiez le lien tout à l'heure avec le sujet de l'épargne, vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers jours, les marchés sont particulièrement volatiles. Et je peux vous dire que nos clients, notamment nos clients patrimoniaux, sont très contents de pouvoir dialoguer au quotidien avec leurs conseillers bancaires, s'appuyant sur les expertises d'Amundi, notre asset manager, qui est au passage, je le dis, le premier asset manager mondial non américain. Et ça a de la valeur. Et ça, on a des clients qui, effectivement, sont prêts à payer pour ce service additionnel. Après, je n'édulcore pas le sujet que vient d'évoquer notamment Benoît, qui est celui de dire, finalement, on a pour les clientèles grand public un enjeu de cost to serve qui est évident. Et donc, la digitalisation, pour nous, est un moyen d'optimiser, pour ces clientèles grand public, notre cost to serve. Donc, je crois que demain, on aura toujours besoin de notre conseiller bancaire. La data, c'est ce qui va nous permettre d'optimiser la personnalisation de la relation. Le conseiller, c'est ce qui va permettre d'engager la décision. Donc, deux dimensions qui, pour moi, sont absolument complémentaires. Mode Caillot, 2 points. Le point sur justement toute cette nouvelle génération ce que c'est génération Z, on peut le dire plutôt, d'épargnants autonomes. Vous, comment vous la ressentez, comment vous l'accueillez, comment vous la voyez se débrouiller? Et ça va être très intéressant, effectivement, parce que je suis d'accord avec vous, quand les marchés vont très bien, c'est assez tentant de dire on va se débrouiller tout seul, mais quand ça va moins bien, comment ça se passe? Et puis, une question que je ne peux pas m'empêcher de vous poser en relation avec notre première table ronde, qui est un petit peu pareil pour toutes ces néobanques. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur la souveraineté, finalement, des outils utilisés, des technologies utilisées? Et est-ce que aller vers les néobanques, ça n'est pas, allez, si je suis un peu provocateur, se jeter un peu plus dans les bras des technologies américaines? Alors pour la première question sur la Gen Z, nous, c'est pas vraiment notre cœur de cible. Nous, la moyenne d'âge des clients qu'on appelle membres chez Green-Got, c'est entre 31 et 32 ans. Et au niveau, donc, nous, notre particularité, c'est en effet qu'on a des cartes de paiement, mais qu'on les voit comme un pont vers de l'investissement, puisque c'est là où on a vraiment un levier pour changer les choses. Et donc l'investissement qu'on propose, nous, c'est sous forme d'assurance vie, et on a aussi co-créé des fonds d'investissement. Et donc, nous, on ne propose pas d'avoir un compte titre ou un PEA où vous allez faire du stop picking. Votre ETF, c'est génial et tout. Ça, c'est plutôt Trade Republic ou d'autres néobanques ou acteurs fintech qui sont positionnés là-dessus. Nous, au contraire, on a voulu se dire que notre valeur ajoutée, c'était justement d'aller analyser tous les investissements à l'univers des fonds qui existent. Comment est-ce qu'on exclut ce qu'on pense ne pas être ni viable ni rentable? Comment est-ce qu'on sélectionne les entreprises qu'on pense seront les futures championnes de la transition? Et donc tout ça, il y a une équipe. Il y a une équipe de CGP, des équipes d'experts chez Green-Got. Et donc là, les personnes en ce moment voient leur portefeuille un petit peu bouger. Elles ont quelqu'un au téléphone directement. Et même si on n'a pas d'agence en physique, on a des personnes réelles, des CGP, qui peuvent vous répondre et vous rassurer. Donc, au niveau de la Gen Z, nous, c'est pas vraiment un public cible aujourd'hui parce que c'est une génération qui est extrêmement volatile et volage, qui va être très, très sensible au prix, au marketing, à quel influenceur a fait quelle promo avec qui. Donc, c'est pas vraiment nous, les clients qu'on cible aujourd'hui. On préfère des gens un peu plus fidèles. Et sur la deuxième question, évidemment, nous, les sujets de souveraineté européenne, mais aussi française, c'est très important pour nous. On pense qu'on a une vraie carte à jouer, notamment en ce moment avec tout ce qui se passe géopolitiquement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas à une contradiction près. Nous, nos cartes bancaires, c'est des cartes Mastercard. On est en train de développer notre carte processeur. On va le faire avec Mastercard via le cloud. Le cloud, il est pas, évidemment, les données sont sur le sol européen, mais c'est pas un cloud qui est européen. Mais j'ai envie de vous dire, là, ça a été vraiment les contraintes de lancer une entreprise et une start-up. Nous, Mastercard et Visa, on avait à peine lancé, on avait à peine fait le premier poste que les deux acteurs sont venus, nous ont proposé de nous sponsoriser. Non, mais vous vous rendez pas compte les leviers qu'ils mettent en place.
pour parier sur des acteurs qui pensent seront des gros acteurs demain. Moi, CB, j'ai eu assez peu d'interactions, je ne retrouve plus notre ami, mais j'ai eu assez peu d'interactions avec eux, et on se rend compte aussi qu'aujourd'hui, nos générations ont très envie de pouvoir payer à l'étranger, donc il faut systématiquement co-badger, donc ça veut dire que pour mes équipes tech, il faut développer deux choses, j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens ni financiers, ni techniques de faire ça. Donc évidemment, on regarde Wero avec grand intérêt. On aimerait aussi, nous, amener une innovation sur le paiement d'un point de vue technologique qu'on a en tête depuis longtemps. Mais ça, pareil, moi, j'ai pas levé 1 milliard. Je suis une équipe qui vient d'avoir son agrément d'établissement de paiement, donc qui est en train de développer son core banking, qui s'est dit, bah oui, je vais aussi faire mon carte processeur moi-même. Donc là, je suis un tout petit peu bouché en termes de roadmap. Jean-Denis Guyot, je voudrais qu'on revienne aussi sur la problématique européenne, finalement. Bon, on l'a dit, on pourrait rajouter dans les facteurs, finalement, de grands retours du modèle français, puisqu'on a évoqué tout à l'heure la défense, on avait évoqué l'énergie, on a évoqué aussi, finalement, notre indépendance en termes de moyens de paiement. On dit qu'on a un modèle de banque qui est peut-être le plus solide d'Europe aujourd'hui avec nos grandes banques universelles, mais il n'empêche que il y a très peu de banques nationales qui dépassent le périmètre de leur pays. Il n'y a pas beaucoup de grandes banques sous leur enseigne, même si toutes nos grandes banques sont présentes en Europe. Est-ce que la banque, est-ce que ces nouvelles banques peuvent un peu casser ces frontières? Est-ce qu'il y a une perspective européenne finalement, le marché unique des capitaux, on en a beaucoup parlé, etc. Est-ce que vous pensez qu'on peut finalement casser les frontières qui existent encore aujourd'hui? Oui, alors c'est un vrai sujet. Alors les banques ne vont pas être d'accord à ce que vous avez dit quand même. Il y a des grandes banques françaises qui sont présentes partout en Europe et elles font oui, mais parce qu'elles ont des marques locales, entre guillemets. Voilà, par contre, ce sont des marques. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui sont présentes à l'échelle européenne. Ouais. Mais à la fin, il y a une friction quand même qui est que ce sont différentes banques, différents bilans, différentes équipes. Donc si je vais chez une grande banque traditionnelle française, mais en Italie, je vais rencontrer la même marque, mais ça ne sera pas le même bilan, ça ne sera pas les mêmes produits, ça ne sera pas les mêmes interlocuteurs, et je vais avoir une autre relation bancaire. Donc oui, je vais avoir la même marque, mais deux relations bancaires quand même. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai énorme sujet pour les PME européennes. Il n'y a pas de PME franco-française aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes les PME françaises travaillent à l'échelle européenne au minimum, ont souvent des filiales, des succursales un peu partout en Europe. Pensez par exemple aux marques qui ont des boutiques partout en Europe. À chaque fois, c'est un établissement, à chaque fois, c'est une relation, voire deux relations bancaires. On imagine la complexité de gestion de trésorerie pour une marque qui va essayer de mettre des boutiques partout en Europe, dans toutes les capitales européennes. Elle est monstrueuse. Il faut que j'ai une équipe de trésoriers de 10 personnes. Je dois gérer un cash pooling à l'échelle européenne, donc autant dire que je dois payer extrêmement cher un service juste de récupération de mon propre argent à l'échelle européenne pour avoir plein de banques. Je peux avoir 300 relations bancaires si j'ai 300 boutiques. Donc tout ça, on ne se rend pas compte, mais c'est une friction qui est énorme et qui n'est pas présente, encore une fois, dans d'autres endroits du monde. Donc le but du jeu, c'est de faire des banques qui fonctionnent à l'échelle européenne pour qu'aujourd'hui, ces PME aient beaucoup moins de friction sur ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de stablecoin. Le stablecoin, notamment aux US, est surtout vu comme un outil de trésorerie, justement, de gestion de la trésorerie pour éviter la friction. C'est surtout ça, hein, c'est surtout l'objet. Ça n'a pas été encore pris à bras-le-corps par les trésoriers européens, mais ça pourrait venir. Donc, on parle effectivement... alors j'aime bien cette question de l'union des capitaux, parce que souvent, dès qu'on parle de cette question de la Banque européenne, est-ce qu'elle est possible, on a deux faces au problème. C'est que, déjà, il y a des exemples qui existent. Donc factuellement, il y a des banques européennes. On peut citer N26, par exemple, en Allemagne, même s'ils ont eu plein de problèmes, ils sont quand même européens, avec un seul core banking system et une seule licence donnée par la BaFin. On a bien sûr Revolut, même si c'est un tout petit peu différent, parce qu'ils ont une licence un peu différente. Il y a quelques acteurs, il y a Bunk aussi aux Pays-Bas, donc il y a quand même quelques acteurs qui sont à la fois des marques et un bilan et un core banking system européen. Donc il y a des exemples que ça existe. Donc déjà d'une part. Après, à chaque fois qu'on retourne sur cette question, est-ce que c'est possible de faire une banque européenne? Ah oui, mais il y a l'union des capitaux. Et ça, j'aime bien ce sujet-là parce que pour être dans la banque depuis évidemment pas très longtemps,
il y a, je parle bien sûr à des gens qui savent, mais il y a énormément de réglementations qui nous tombent sur le nez tous les 6 mois. C'est un truc incroyable, il faut vraiment le vivre pour le croire, à quel point on est constamment, et c'est encore plus le cas dans le B2C, pour le coup, je suis un peu préservé dans le B2B, mais à quel point tous les 6 mois, le moindre député à l'échelle européenne, française ou autre, ou le moindre personne qui va se dire « Ah tiens, il faudrait un reporting supplémentaire, ah bah tiens, il faudrait ça », ça tombe sur le nez des banques. Donc, les banques ont raison de se plaindre de cette... tout le temps, la réglementation qui s'impose, et des règles, c'est une accumulation de réglementation qui est affreuse. Et par contre, dans le cas de « Est-ce qu'on peut faire une banque européenne ?», la réponse est « Ah oui, mais il n'y a pas la réglementation qui existe ». Donc, du coup, dans un cas, je me plains qu'il y a énormément de réglementation, mais dans l'autre cas, j'aimerais bien qu'on me donne les règles du jeu parce que Donc, bref, cette question m'amuse. Il y a évidemment la possibilité. Mais pas encore assez, en fait. Il y a peut-être. Non, mais il y a cette règle. Enfin, la question de l'union des capitaux, franchement, elle est Alex. Enfin, bref, elle est bien sûr, c'est un sujet, c'est un vrai gros problème, et notamment pour les grandes banques. Mais on peut le régler. Je veux dire, ça se réglera, et notamment d'autant plus qu'il y aura justement ce type d'acteurs européens qui seront confrontés à ce type de problème. Mais en l'état, il y a quand même un cadre qui est exceptionnel en Europe, qui a été fait, qui existe et qui permet à des banques de se développer à l'échelle européenne. Et c'est bien sûr ce qu'on va faire. Nous, on est déjà présents donc, en libre prestation de services et on peut accueillir n'importe quel client européen. Mais le but du jeu, c'est de créer des succursales et d'avoir une seule expérience pour... Vraiment, c'est... L'ironie de l'histoire quand même, dans ce truc de banque européenne, c'est que les meilleurs acteurs aujourd'hui, ceux qui savent faire de la banque européenne, ce sont les acteurs américains. C'est-à-dire que si je suis confronté tout le temps à ce sujet-là, à des scale-up, si je suis face à des scale-up françaises qui se développent à l'échelle européenne, leur premier réflexe, c'est d'aller voir des banques américaines, donc des JP Morgan, etc., des Citibank et autres, qui, elles, ne se sont pas posé la question et essayent d'agir justement à l'échelle européenne et d'avoir un service complètement sans couture à l'échelle européenne. Donc ça, c'est un peu l'ironie de l'histoire, mais on va quand même y arriver. On va arriver à créer des acteurs européens. Encore une fois, un seul bilan, un seul core banking system et une seule expérience pour ces PME européennes. Et avant de passer la parole pour conclure avec Julien Duguet sur ce débat des réglementations, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents au débat qu'on avait fait, c'était il y a 2 ans, Frédéric, je crois, entre Christian Noyer et Jacques Delarosière sur le sujet, qui nous renvoyait déjà à toutes ces problématiques. Non, Emmanuel, il y a le sujet des réglementations, mais il y a quand même un point qu'il faut également évoquer, ouais. C'est le sujet des nationalismes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau européen, vous le voyez bien, quand on essaie de réaliser des opérations cross-border, tout de suite, on a des réactions étatiques qui se mettent en travers. Enfin, je veux dire, il y a quand même à l'échelle européenne aujourd'hui une opération assez emblématique qui est celle d'Unicredit sur Commerzbank, qui est très très mal perçue par les autorités allemandes. Et le même gouvernement italien qui est très favorable à cette opération-là, je le rappelle, a fait capoter le rapprochement entre Generali et Natixis. Donc, tant qu'on n'aura pas effectivement aussi réglé ce verrou-là et qu'on ne pensera pas à l'échelle européenne pour l'industrie bancaire et financière européenne, ça sera quand même problématique. Or, aujourd'hui, on a quand même des acteurs, ça a été dit, mondiaux, et on a tout intérêt, effectivement, dans le concert de la compétition mondiale, comme ça a été dit, il faut arrêter cette naïveté qui fait qu'aujourd'hui, les opérations de CIB à l'échelle européenne sont intermédiées à plus de 50% par des banques américaines. C'est inacceptable. Et s'il y avait que sur la banque que ces nationalismes prévalent, si je vous racontais comment l'industrie de la défense allemande est en train d'essayer de malmener notre industrie de la défense française. Bref, on va conclure avec vous, Julien Duguet. Compte tenu de tout ce qu'on a dit, comment vous voyez, vous, évoluer ce marché bancaire européen? Est-ce qu'on va vers plus de segmentation? Est-ce qu'on va vers plus d'unification? Avec quelles contraintes, finalement, sur les performances économiques de chaque modèle? Ce dont je suis convaincu, c'est que le modèle de la banque est en train d'évoluer et c'est la fin de la banque monolithique. On est beaucoup à débattre de la fin de la banque universelle avec un point d'interrogation. On verra, mais assurément, c'est la fin de la banque qui propose une offre unique, très large certes, mais un étudiant va avoir besoin, par exemple, de gratuit et du mobile. Quand vous l'avez dit, un patrimonial va chercher du conseil personnalisé, humain. Et puis une PME, par exemple,
de la fluidité, de la rapidité. Et donc, pour opérer tous ces modèles, le modèle unique devient inefficace, devient un frein pour les acteurs bancaires. Et quand on parle de modèle de la banque, moi j'aime très souvent faire une analogie avec le secteur de l'hôtellerie. Le secteur de l'hôtellerie, c'est un secteur qui a pour moi déjà effectué cette transformation. Si je prends l'exemple du groupe Accor, c'est un groupe qui propose plusieurs marques. Vous les connaissez tous, l'entrée de gamme avec du Ibis Budget, du milieu de gamme avec Ibis Styles, et puis du plus premium avec Novotel. Et aujourd'hui, ce groupe, elle propose 3 marques, 3 niveaux de services différents, avec des offres très claires, très lisibles pour les clients. Et pour autant, sur un certain nombre de fonctions, il y a des capacités mutualisées entre les marques. C'est vrai sur toutes les fonctions centrales, incluant le marketing, la communication, mais c'est aussi vrai sur des fonctions opérationnelles, services de réservation communs. C'est vrai sur la partie logistique, notamment pour tout ce qui est gestion des nuitées dans les différents établissements. C'est aussi vrai, par exemple, sur le programme de fidélité, avec un programme commun pour le groupe. Alors, moi, je pense que, certes, le secteur bancaire a fait, ou en tout cas a engagé cette transformation. Par exemple, le groupe BNP avec une banque de réseau et une banque digitale, Hello Bank, qui s'est créée. Mais je pense que les clients ont aussi parfois un peu l'impression que c'est des modèles qui sont en concurrence. Et donc, que cette complémentarité-là, elle n'est pas encore bien claire, bien posée dans les établissements. Et donc, je pense que... et oui, alors moi, je suis convaincu qu'on a des grands groupes bancaires en France et en Europe, mais elles vont devoir évoluer. Et je pense, dans cette logique d'une meilleure segmentation. Et donc, ça va, pour moi, générer 2 défis pour elles. Le premier, c'est d'identifier et de structurer ces segments qui sont aujourd'hui pas forcément très clairs, ou en tout cas pas bien structurés. Et le deuxième défi, une fois que ces segments seront identifiés, ou le deuxième challenge, ça va être de ne pas créer plusieurs banques dans la banque. Parce que si c'est la résultante, assurément, ça va faire exploser les coûts des groupes bancaires. Et donc, l'enjeu pour elles aujourd'hui, ça va être de structurer ces segments, et beaucoup plus loin que ce qu'elles ne font encore, en tout cas à mon sens, aujourd'hui, et puis de créer ces capacités mutualisées entre les différentes marques, en créant des filières de gestion, des filières de distribution, plus segmentées, différenciées par segment de clients. Voilà. Et donc pour moi, le grand enjeu des établissements financiers, c'est pas tant en effet la fin du modèle, mais plutôt l'évolution d'un modèle vers une banque multimodèle, capable de les opérer en parallèle. Je vois une petite moue à côté, et je pense que ça reste un vrai challenge. Voilà, ça reste une grosse transformation. Je pense qu'elles ont la chance d'avoir des moyens conséquents aujourd'hui. Pour autant, ça va nécessiter des grands investissements pour pouvoir mener cette transformation. Et puis, il faudra qu'elle se rende désirable pour des clients qui, avec la désintermédiation possible, seront peut-être tentés de les contourner. Merci beaucoup à tous les 5. Voilà.